Ton sexe de silex a percé l'herbe ombreuse, et sa morsure a marqué de son sceau la chair secrète du tendre coquillage où s'arrondit la semence du Dieu. Le vin noir de tes veines s'écoule dans les miennes, je suis ivre du lait qui gonfle ma poitrine. L'enfant de nuit éteindra sa blancheur, et je serai droguée d'une liqueur ambrée. Poétesse et écrivaine oubliée, volet 1, Griselidis Réal. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer un nouveau format de podcast, plus précisément une série qui sera consacrée à des écrivaines et des poétesses, soit méconnues, soit quelque peu oubliées de nos jours. Alors dans un premier temps, je vais donc vous présenter une auteure et tenter de dégager les grands axes, les grands fils directeurs, les grandes thématiques de son œuvre et ce qu'elle a apporté à la société. Et enfin, émettre quelques petites hypothèses sur de potentielles causes de son oubli ou en tout cas d'une moindre mise en valeur aujourd'hui. Pourquoi ai-je décidé de commencer par Griselidis Réal? Eh bien, c'est l'actualité qui m'y a, pour ainsi dire, poussé. En effet, un superbe recueil de ses poésies complètes intitulé Chair vive vient d'être réédité en février 2022 aux belles éditions Sigers. Griselidis Réal est née le 11 août 1929 à Lausanne, en Suisse. À 6 ans, Griselidis rejoint son père Walter à Alexandrie en Égypte, mais aussi en Grèce, où il travaille comme directeur de l'école suisse. Ce père, qu'elle adore, va mourir prématurément d'une embolie alors qu'elle a 9 ans. Il en a seulement 34. Au-delà du deuil de l'homme qu'elle aime plus que tout au monde pour l'instant, c'est aussi la fin d'un vent de liberté et d'ouverture d'esprit que doivent accepter Griselidis et ses deux sœurs, Viviane et Corinne. Le père vivant, les trois filles voyaient se dessiner sous leurs yeux un monde au champ des possibles quasiment infini. C'est du moins le sentiment qu'elles avaient. Un monde rythmé par les récits de l'Iliade. De retour en Suisse, Griselidis subit l'éducation rigide de sa mère, Gisèle, pudibonde, puritaine. Cette dernière diabolise l'acte de chair et surtout l'acte de chair qui a conduit Walter et elle à concevoir Griselidis alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans un sanatorium puisqu'ils étaient déjà malades des poumons. Griselidis n'y échappe pas. Elle est atteinte de tuberculose très jeune et doit aussi effectuer des séjours au sanatorium. Avec un corps diminué, une âme et un cœur cadenassés par Gisèle, Griselidis va se construire en totale opposition de cette double prison. On pourrait ainsi décrire sa vision de la vie, de l'art et ses principes idéologiques par une sorte d'hédonisme ouvertement affirmé, à un, couplé à un jouir sans entrave avant l'heure. Des limites, Griselidis s'en est vue imposer. Désormais, en grandissant, elle n'aura de cesse toute sa vie de femme, non pas de les contourner, mais de les détruire, de les broyer. Cette destruction va passer par la quête et l'exploration de ses désirs, qui vont être des terreaux fertiles primordiaux pour la création de son œuvre poétique et littéraire. Tout ça pour proposer une sorte de modèle. Bien qu'elle ne l'ait pas revendiqué, elle propose de facto un modèle libertaire et social, surtout pour les femmes. Antonin Artaud écrivait dans son essai Le théâtre et son double que l'acteur doit brûler sur les planches comme un supplicié sur le bûcher. Eh bien, c'est un peu cette position que va adopter Griselidis quand elle va commencer à écrire et à se prostituer et à peindre. La peinture, ce sera un petit peu plus tôt. Pendant toute sa vie, elle va vouloir survivre. Survivre au sens de vivre plus fort,
plus profondément plus haut, comme le personnage d'Olga dans le roman Oblomov de Gontcharov. Comme quelqu'un qui aurait manqué de chaleur toute son enfance, Griselidis va se faire une joie d'allumer des brasiers partout où elle passe dans sa vie. Dans son recueil de poésie, j'ai relevé plusieurs thèmes qui sont à la fois traités avec cette même fureur de vivre, fureur de jouir. C'est par ces histoires de sexe et ces histoires d'amour, quasiment toujours transgressives, que Griselidis se réalise et se sent véritablement créatrice, créatrice d'une œuvre, mais créatrice également de sa propre personnalité et identité de femme. C'est le premier grand thème qu'on trouve dans ses poèmes, les amants, l'amour, la sexualité. Ce qu'on note de prime abord, c'est une utilisation à profusion du champ lexical de la violence. Griselidis, c'est une passionnée, mais pas vraiment une passionnée romantique ou romanesque. Elle se voit plutôt comme une suppliciée de la jouissance. Il n'y a aucune tiédeur chez elle et elle noue habilement souffrance et plaisir. Le charnel et l'amour flirtent avec la mort. C'est la grande aventure éternelle de l'alliance d'Eros et Thanatos. On le voit très bien dans son poème De Profundis que je vais vous lire. J'ai tant aimé ton corps qu'il sera comme un fleuve, bruissant dans mes artères. J'ai tant aimé la source envoûtée de caresses, brûlée de mes baisers, faisant jaillir l'eau vive de ton sexe dans ma bouche amoureuse, que je n'aurai plus soif d'un autre océan que ton sang, et faim d'une autre chair que la tienne. Je ne serai brûlée par d'autres feux que tes mains, qui m'ont laissé en cendres dans le désert des nuits inhabitées. On retrouve également cette violence dans la sexualité, cette forme de brutalité totalement consentie quand elle écrit dans ton nom bas dans la nuit. Tes dents ont marqué mon épaule d'une blessure en forme de fleur que j'ai gardée longtemps en souvenir de toi. Ton nom bat dans la nuit comme un bruit de phalène emprisonnée. Il faut noter que les 3/4 de ces poèmes, dont les extraits que je viens de vous lire, sont dédiés à Rodwell. Alors, qui est Rodwell? Il s'agit d'un amant qui a profondément marqué l'œuvre poétique de Griselidis. C'est un jeune homme afro-américain qu'elle a rencontré en Allemagne dans les années 60 et qu'elle a sorti de l'asile. C'est à cette époque, comme je le disais, que Griselidis devient prostituée. D'abord par contrainte financière, car l'amant avec qui elle s'est rendue en Allemagne, Bill, est atteint de troubles psychiatriques. Il est donc incapable de travailler durablement. Rajoutons à ça que Griselidis a déjà 2 enfants à élever. C'est à ce moment-là qu'elle décide de rentrer dans une petite maison close à Munich. Dans cette maison close, il y a beaucoup de clients noirs qui sont en particulier américains. Rodwell est l'un d'eux. Il est conducteur d'ambulance à la base à l'hôpital militaire de Munich. On peut affirmer que Rodwell est l'unique, en tout cas le vrai, entre guillemets, grand amour de Griselidis Réal. Et même si cette liaison ne va pas durer toute la vie, elle continue, Griselidis Réal, de faire vivre son histoire et Rodwell et leurs étreintes par ses mots. Elle l'écrit bien, toujours dans ton nom bas dans la nuit. Je me souviens des nuits anciennes, au goût d'ambre et de miel, mêlées aux floraisons marines de ta chair, germant sous d'obscures aisselles, l'éclair diapré des veines, au parfum de girofle. Sur ton corps d'algues noires, la rosée des sueurs poivrées et lumineuses, irisant ta peau d'orchidée. L'autre point que je tenais à souligner toujours dans cette partie sur la sexualité et sur l'amour, il est assez intéressant à mon sens parce qu'il faut savoir que Griselidis Réal a toujours vécu dans des milieux fortement urbanisés, parfois dans des bouges grisâtres et déconnectés de la nature. Et pourtant, elle convoque dans quasiment tous ses poèmes, sauf les derniers, on le verra, où elle traite de la maladie et de la mort, donc dans le cadre médical, mais dans quasiment tous ses poèmes, Griselidis Réal convoque un imaginaire de la nature, avec les éléments bruts, le ciel, la terre, la mer, et surtout, le soleil. Je pense que pour elle, le soleil revêt le même panel de signification que pour Albert Camus,
D'autant plus qu'elle se sent, comme on l'a vu, constamment brûlée par l'amour et la sexualité. Pour Camus comme Griselidis Réal, le soleil est synonyme à la fois de vitalité, de passion, mais aussi de mort. Le soleil réchauffe, redonne la vie, mais il consume, il épuise, il vide, il éreinte, il dessèche, il tue. Elle le dit d'ailleurs dans un autre de ses poèmes qui s'appelle Chant d'amour pour l'amant infidèle. Ne m'écris plus, l'aube est si belle, à travers les branches des arbres. Le soleil monte et m'éblouit, de son regard comme jadis, lors de l'amour dans tes prunelles. Or, dans son recueil de nouvelles Noces suivies de l'été, eh bien Albert Camus met aussi en avant cette capacité plurielle et à la vampirique d'un soleil tout puissant quand il dit « Le bain de soleil et de vent épuisait toutes mes forces de vie ». Et il ajoute « Quand je me jetterai dans les absinthes pour me faire entrer leur parfum dans le corps, j'aurai conscience, contre tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de ma mort. » En outre, pour Griselidis Réal, l'utilisation du soleil est essentielle pour décrire ses passions amoureuses avec Rodwell. C'est une histoire qui est ancrée dans les années 60 en Allemagne. Elle est à contextualiser. Elle est ancrée dans un territoire, dans une période où les couples mixtes étaient extrêmement mal vus, où le racisme était sorti à découvert, on va dire. Et en dépit de l'éphémérité de cette histoire, les vers, les poèmes de Griselidis permettent à l'histoire d'amour avec Rodwell d'atteindre une forme, pour moi, d'immortalité. En se calquant sur les éléments immémoriaux comme la nuit, le soleil, la terre, eh bien Rodwell dépasse les siècles, dépasse les temps. C'est pour ça qu'elle écrit ces quelques vers que je trouve absolument inouïs de beauté, où vraiment on voit bien à quel point cette liaison toute fugace, toute éphémère, comme un papillon de nuit qui va mourir à l'aube, dépasse les siècles, dépasse le cadre de l'Allemagne des années 60 grâce aux vers de Griselidis. Elle écrit « Rodwell, toujours absent, toujours présent, pareil à une éclipse de soleil dans l'ombre de mon cœur. » L'autre point, selon moi, qui doit être mis en exergue pour comprendre les poèmes de Griselidis Réal, c'est la passion quasi fétichiste pour la couleur de peau de Rodwell et majoritairement de ses amants qui sont noirs. C'est d'ailleurs un des points avec bien sûr la défense de la prostitution qui empêche, à mon avis, Griselidis d'être mise en lumière aujourd'hui. En effet, Griselidis, c'est quelqu'un qui voue un culte à ses amants noirs. Elle aime ses amants, mais elle ne les aimerait pas s'ils n'étaient pas noirs. Or, de nos jours, le courant du féminisme intersectionnel et décolonial tend à critiquer une pareille fétichisation. Car Griselidis, elle assume totalement, à travers moult métaphores, moult comparaisons, moult très belles images d'ailleurs, soit dit en passant, elle assume complètement ce côté culte pygmalioniste envers un amant parce qu'il est noir. Je vais vous donner quelques petits exemples, mais il y en a vraiment beaucoup dans le recueil. Elle qualifie par exemple le sexe de Rodwell de bien des manières, avec des expressions comme grand lys noir, crotal noir, ta sève obscure, beau souci noir au profond de ma nuit. Alors un vers que je trouve vraiment sublime. Beau souci noir au profond de ma nuit, c'est absolument exceptionnel à mon avis. Coupe d'onyx où renaît la magie, coupe d'or noir où scintillent mes larmes. Tout ça pour dire que Griselidis, elle assume cette passion, une passion fétichisée pour les hommes noirs. Et de nos jours, on a plutôt tendance, en tout cas au sein du mouvement qui promeut un certain féminisme intersectionnel et décolonial, on a plutôt tendance à disqualifier, à critiquer, à scruter les goûts physiques s'ils touchent à la facette ethnique. Et dire aujourd'hui que l'on est attiré par une personne noire parce que précisément elle est noire, c'est prendre le risque d'être critiqué et de se faire taxer de racisme. Personnellement, je vais donner mon avis en une phrase, je ne pense pas que tel goût, même très marqué, soit le signe du racisme. Le racisme, rappelons-nous la définition, qui consiste à hiérarchiser les êtres humains en fonction de leur origine ethnique. Là, dans le cas qui nous intéresse de Griselidis Réal, ces nombreuses références à la couleur de peau de Rodwell, en plein dans les années 60 en Allemagne,
c'est une manière de dénoncer le racisme que subit Rodwell. C'est une manière de rendre hommage à sa beauté, par sa couleur de peau. Je pense qu'on devrait beaucoup plus le prendre comme ça. Deuxième grand thème abordé par Griselidis Réal, qui irrigue absolument toute son œuvre parce qu'il irrigue et compose une grande partie de sa vie, c'est la prostitution. La vision de la prostitution de Griselidis Réal, on l'a souvent réduite à quelque chose de manichéen, c'est-à-dire à une défense sans condition de la prostitution. Moi, j'estime que la vision dans les poèmes de Griselidis, sa vision de la prostitution est un petit peu plus nuancée et ambivalente. Alors, bien évidemment, Griselidis est prostituée et elle défend les droits des personnes prostituées. Elle a même créé une association dans ce sens dans les années 70, si je ne me trompe pas. Elle met en avant la force des femmes prostituées, leur choix, leur liberté, ça c'est certain. Elle veut mettre en avant le côté combattante et le côté artistique aussi. Elle va même plus loin, c'est aussi pour ça qu'elle est très mal perçue aujourd'hui par certaines féministes, c'est qu'elle voit la prostitution non uniquement comme un objet social, mais également comme un objet artistique, parce que elle s'en est servie comme terreau artistique. Elle met donc en lumière, en exergue, en avant le côté maîtresse femme des prostituées. La prostituée, c'est celle qui apporte le plaisir. Pour Griselidis, c'est aussi celle qui a le pouvoir. Elle a le pouvoir entre ses cuisses. Elle représente, la femme prostituée ainsi que son sexe féminin, ce qu'il y a de plus brut dans la féminité la plus pure. C'est la terre-mère, c'est la terre inconnue et qui est pourtant connue depuis des siècles. C'est la passion originelle. Et en même temps, ce sexe féminin est comme un ouroboros, c'est-à-dire qu'il est condamné à tourner un peu en vase clos, selon un schéma assez précis. Il est convoité, puis il est consommé, puis il est consumé. Il est à la fois sujet et objet de désir, mais il finit très souvent délaissé au profit d'autres sexes féminins. Toutefois, pour Griselidis, la prostituée tire les hommes de leur ordinarité. La vision de Griselidis n'est pas si manichéenne que ça. Elle ne dissimule absolument pas les conditions de vie ou de travail horribles, cruelles et détestables que peuvent subir les prostituées. Bien au contraire. Elle dénonce totalement le sort que bon nombre de ses sœurs, comme elle les appelle ses sœurs, qui subissent des crimes, qui sont tabassées, qui sont violées, qui sont tuées, tout simplement. Alors à ce titre, j'ai trouvé un poème exceptionnel de Griselidis qui s'appelle Le chant des prostituées, où clairement elle nous montre bien à quel point la vie prostitutive peut être horrible. C'est d'ailleurs un point assez intéressant chez Griselidis, c'est que elle fait preuve d'une grande tendresse pour ses clients, mais en même temps, il y a certains clients, il y a une facette du client oppresseur qu'elle essaye quand même de dénoncer. Je vous lis un extrait. Je te donne mon corps pour ton sale argent. Je suis jeune comme un astre et je brille. Tu es vieux et ressembles à une bête. Je danse comme un serpent sur ton sang malade. Viens, que veux-tu de moi? Toi le singe, toi le chien, toi le taureau, tu es aveugle et tu sens le cadavre. Je crache dans tes yeux. M'as-tu vu autrefois quand j'errais sur les routes nocturnes avec mes pas guidés par la faim? Aujourd'hui, je suis lumineuse et belle, je mange, je ris, je chante. Mes enfants ont de beaux jouets et des vêtements merveilleux. Et tous les tziganes vivent dans une roulotte plus grande, les pieds et le ventre bien au chaud, et toi, pitoyable ordure, que viens-tu me parler d'amour? Tu pourris lentement dans la graisse, en ouvrant ta gueule avec peine, comme un poisson asphyxié. Alors, il n'y a pas de précision sur ce poème, mais je pense que Griselidis parle vraiment de l'hypocrisie de certains hommes avec la prostitution, qui l'ont vue de manière asymétrique, qui l'ont méprisée quand elle était prostituée, mais elle a tiré, on n'est pas du tout forcé de partager son opinion, mais elle dit dans ce poème qu'elle a tiré une force, en fait, une luminosité, une lumière de cette activité et qu'elle a pris sa revanche par cette activité. Donc, on peut qualifier la défense de la prostitution de Griselidis comme un objet politique. Il y a un côté militant. Encore une fois, on n'est pas juste dans la vision un peu romantique. Nous ne sommes pas dans boule de suie de Maupassant. On est vraiment dans une visée politique.
L'ambivalence de la figure de la prostituée, Griselidis, elle le montre aussi dans un poème qu'on trouve en couverture d'ailleurs, qu'elle dédie, je cite, à tous mes amants présents et futurs. Très jolie dédicace. Elle dédie ce poème qui s'appelle tout simplement Femme et elle explique à quel point, selon elle, la prostituée est multifacette, justement. Ce n'est pas une figure manichéenne, elle le dit, je suis l'unique, indivisible et multiple. Je renais chaque nuit et un peu plus loin pour bien montrer que la prostituée, même si elle a le pouvoir, elle entretient une relation tout de même trouble avec un client qui forge son identité de femme. Elle ajoute, sculptée par vos caresses et guide vos visages vers de secrets univers, méduse au corps de soleil. Encore la référence au soleil, vous noterez. Où vous, les clients, vous brûlerez vos ailes. Venez goûter à ma chair, pareille à la grenade. Et elle conclut par une chute vertigineuse à ce poème. Je vous donnerai l'oubli qui vous rendra éternel. Alors, maintenant, je vais faire un tout petit aparté. Comme je l'ai à peine esquissé tout à l'heure, je pense vraiment que cette position anti-abolitionniste est une des raisons qui explique la mise en valeur très moindre de Griselidis. Pourquoi? Aujourd'hui, dans le militantisme féministe, Griselidis ne rentre dans aucune case. Déjà, elle ne peut pas rentrer dans la case, elle qui se définissait comme féministe, elle ne peut pas rentrer dans la case des radicaux féministes. Tout simplement parce que les radicaux féministes sont abolitionnistes, notamment sur la prostitution et sur la pornographie. Donc, cette vision pro-prostitution aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez mal perçu et ça empêche bon nombre de féministes de comprendre Griselidis, de comprendre ce parcours individuel de révélation de son être par une activité prostitutive. Elle ne peut absolument pas être tenue pour un modèle pour les radicaux féministes. Du côté des libéraux féministes, où on n'est pas abolitionniste pour la prostitution, où on est plutôt dans une sorte de zone grise, soit dans une volonté réglementariste, sécurité sociale, véritable statut de travailleurs et travailleuses du sexe. D'ailleurs, l'expression n'est pas anodine. Chez les libéraux féministes, on parle de travailleurs du sexe. Pourquoi ne soutient-on pas plus, ne mettons pas plus en avant cette écrivaine et poétesse? Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que dans le mouvement des libéraux féministes, on fait une part belle qui est quand même nécessaire, à mon sens, à l'intersectionnalité et également à d'autres combats qui ne sont pas illégitimes, qui sont les études, par exemple, post-coloniales et décoloniales. Or, on l'a vu tout à l'heure, Griselidis, elle est extrêmement, pour notre société actuelle, j'entends, mais déjà pour la sienne, elle est extrêmement politiquement incorrecte dans son culte des hommes parce qu'ils sont noirs. Si je reprends le discours d'une féministe, d'une libérale féministe intersectionnelle aujourd'hui, Griselidis, elle est dans le racisme le plus pur, elle est dans la fétichisation, vraiment, elle est dans tout ce que une partie des libéraux féministes détestent. Elle est dans la transgression totale. Et en fait, ce que je peux reprocher aux deux mouvements féministes, c'est, à mon sens, dans les deux cas, un certain puritanisme. Là, il y a beaucoup de gens jeûnés quand même chez Griselidis. La littérature est subversion, la littérature est politique, mais elle est subversion, elle est transgression. C'est l'espace des possibles qui s'ouvre à l'infini, qui est infiniment extensible, quitte à être des fois choquant, provoquant, provocateur. C'est là la littérature, c'est là le but profond, le noyau profond de la littérature. Et Griselidis n'a que faire de la morale des années 60 et de la société des années 60 pétrie de racisme. Et aujourd'hui, je ne veux pas parler à sa place, mais vu la vie authentiquement libre qu'elle a menée, il y a fort à parier qu'elle n'aurait que faire des jugements qu'on porte sur elle aujourd'hui et sur son œuvre. Enfin, le dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est l'ultime catégorie des poèmes de Griselidis, qui, il faut bien le dire, jure un peu, détonne un peu avec le reste de son œuvre. Ce sont des poèmes qui traitent de la maladie et de la mort. Il faut savoir que Griselidis, elle est morte d'un cancer et surtout, elle a énormément souffert, elle a longtemps souffert. Et ces derniers poèmes, les dernières années de sa vie,
sont consacrées à la décrépitude du corps, après qu'elle ait voué à ce même corps, le sien, un culte de femme forte, de femme libre. On sent une grande violence, toujours cette violence, à l'approche de sa mort. Elle décide de décrire de manière crue, et encore je pense que le mot cru est un euphémisme, la déchéance qui la touche, la perte de contrôle, elle qui aimait justement cette perte de contrôle dans le contrôle, dans sa sexualité, eh bien là elle n'est plus maîtresse de rien, et c'est ça qui rend ces poèmes sur la maladie, sur le cancer qu'elle personnifie d'ailleurs, absolument bouleversant. Je vais vous en lire quelques extraits. Alors je vous préviens, certains passages sont quand même très durs. Après tant d'heures et d'heures de torture, la nausée monte, étincelante et dure. Je ne suis plus qu'une épave brûlante, écrasée et sanglante. Immobile, tassée dans l'ombre de ma couche, sans parole rivée ou mouvement pervers, de la marée qui envahit ma bouche et de son goût amer, creusant au ventre une vague de fer, striée de feu de noire pourriture, de nourriture décomposée et vaine que le cancer dispute au flanc de son domaine. Vide est mon corps épuisé de sa chair, rien ne peut arrêter ce cyclone de pierre, écorchant mes boyaux en lacérant ma peau, en d'effroyables jets d'ordures en lambeaux. L'oiseau lunaire de la mort annoncée, posé sur ma fenêtre, fait entendre un chuchotis d'espérance. Il y a un autre poème que j'ai quand même envie de vous lire, qui une fois encore est assez dur. Il s'appelle Morphine et elle use de l'impératif à l'égard de la morphine pour tenter d'obtenir un soulagement de ses souffrances physiques. Elle écrit « Rends-moi ma vie déchiquetée, viens lécher ma chair affamée, ta morsure soit mon espoir, l'apothéose du printemps. La fleur de toutes mes années et mon dernier couronnement. Glisse-toi, petite morphine, comme une blanche et douce hermine, dans le sel des veines brûlées, par la soif et le désespoir de mes boyaux troués de noir. » J'ai même la voix qui flanche, qui vacille, parce que je trouve que c'est absolument bouleversant. Et j'ai rarement lu avec autant de clairvoyance, à l'aube de la mort, quelqu'un décrire aussi bien, de manière aussi poussée, autant à l'os, des souffrances physiques. C'est aussi l'occasion pour Griselidis de rendre hommage à sa beauté disparue, à son être, à son corps qui a été sujet et objet de désir, corps qui lui échappe, que ce soit dans le désir, que ce soit dans la motricité. Eh bien, en dépit de la grande violence et de la grande révolte qui l'anime, c'est une grande révoltée. Elle en prend son parti dans un poème baptisé Mort d'une putain. Enterrez-moi nue comme je suis venue, au monde hors du ventre de ma mère inconnue. Enterrez-moi droite, sans argent, sans vêtements, sans bijoux, sans fioritures, sans phare, sans ornement, sans voile, sans bague, sans rien, sans collier, sans boucle d'or fin, sans rouge à lèvres, ni noir sur les yeux. Pourquoi je vous cite ce poème? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un côté mystique dans ces mots, qui m'ont clairement fait penser à ces phrases de la Genèse. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je trouve qu'il y a une analogie à faire à ce niveau-là, quand Griselidis dit « Enterrez-moi nu comme je suis venue au monde hors du ventre de ma mère inconnue », il y a vraiment un retour à la terre. Et c'est ce qui rend le poème extrêmement touchant. Finalement, c'est dépouillée de tout et porteuse de l'essentiel, c'est-à-dire d'une vie heureuse, en dépit des drames. Évidemment, la mort de son père, la perte de Rodwell. En dépit de ça,
Griselidis s'est dépouillée de tout et c'est porteuse de cette vie heureuse et bien remplie qu'elle meurt dans ce poème. Dans cet ultime combat, je trouve qu'il est extrêmement beau pour elle et fort et courageux d'écrire Enterrez-moi nu parce que il faut le comprendre de deux manières, ce Enterrez-moi nu. Griselidis, elle a été maintes et maintes fois nue dans sa vie face à ses amants, nue face à la société, cette société à qui elle faisait des pieds de nez. Mais même nue, au sens premier du terme, au sens littéral du terme, Griselidis, elle était toujours parée, toujours blindée, alors que les portes de la mort vont s'ouvrir. C'est une nouvelle nudité qu'elle nous offre dans ce poème, qu'elle nous offre dans ses derniers poèmes. Et je pense que c'est peut-être finalement ce qu'il faut retenir le plus de Griselidis. C'est ce don incroyable, non pas inconditionnel, mais ce don infini qu'elle avait de sa personne. Et là, qu'elle est dans un état absolument lamentable, c'est là qu'elle se montre la plus émouvante, c'est là qu'elle se montre la plus nue possible, nue dans sa vie, nue dans la mort, mais finalement gagnante. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé et surtout donné envie de découvrir Griselidis Réal, merveilleuse poétesse. Je pense que l'essentiel a été dit et je souhaite de tout cœur que vous appreniez à l'aimer et à l'admirer parce elle mérite toute l'admiration que la société de son époque ne lui a pas donnée au début, que celle d'aujourd'hui ne lui donne pas plus, malheureusement. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast avec d'autres poétesses ou écrivaines méconnues ou oubliées.